Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo que je vous ai tant promise et tant promue sur mes réseaux sociaux respectifs que vous retrouverez en barre de description sur mon mercato parfait pour le Paris Saint-Germain. Alors le Paris Saint-Germain est un club qui a fait selon moi une saison plutôt correcte et plutôt normale, on pourrait dire ça comme ça, de par une domination retrouvée en championnat, mais une nouvelle élimination qui a été piteuse en Ligue des Champions. Ce qu'il faut renforcer selon moi, c'est plusieurs secteurs, et notamment le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, ce qui n'est pas rien quand même puisque c'était lui qui te mettait la moitié de tes buts. Donc on va s'y mettre et je vous promets que ce mercato sera très compliqué financièrement. Alors commençons donc premièrement avec les gardiens de but. Alors on a Gigio Donnarumma, Rico, Arnau Tenas, on a Lucas Lavallée qui lui est prêté à Dunkerque, c'est les trois gardiens qu'on a actuellement, mais on a le départ de Keylor Navas aussi. Nous avons donc ces trois gardiens là qui sont présents. Alors commençons donc premièrement par Lucas Lavallée, le cas assez simple à régler selon moi. On devrait plutôt le garder puisque c'est un gardien qui selon moi ne fera pas trop de chichi à l'idée d'être troisième gardien, donc je pense pas que ça poserait énormément de problèmes. Arnau Tenas, lui aussi, on pourrait se laisser tenter de pourquoi pas le prêter, afin qu'il gagne de l'expérience pour qu'il revienne et instaure une véritable concurrence à Donnarumma. Moi, personnellement, Tenas, je le garderai. C'est un gardien qui a fait une excellente saison. Je m'en souviens de son entrée face au Havre lorsque Donnarumma a été expulsé. Il a absolument tout donné et c'est en partie grâce à lui que le Paris Saint-Germain s'entend tirer dans ce match-là très compliqué du côté du Havre. Donc moi, je vois pas de problème à ce qu'il soit numéro 2. Évoquons le cas de Rico. Sergio Rico, c'est un gardien que moi personnellement j'apprécie beaucoup d'un point de vue humain. C'est un gardien qui était venu en 2020 lorsque Keylor Navas était venu et qu'on avait fait la très belle opération de le prendre. Mais il a eu sa fameuse commotion cérébrale de par la blessure qu'il a eu. Il a eu beaucoup de mal à s'en remettre, donc au fond, ou est-ce que même l'installer dans le groupe, ça aurait un véritable intérêt? Je sais pas, moi je trouve qu'il faudrait plutôt essayer de lui proposer une résiliation à la MAP. Je crois même qu'il est en fin de contrat cet été. S'il est en fin de contrat, on le laisse partir, et puis tout le monde sera gagnant, et tout ce que moi je lui souhaite, c'est pas que du mal, c'est que du bien, puisque c'est un joueur qui a toujours respecté l'institution PSG, et qui s'est toujours très bien comporté avec le Paris Saint-Germain, contrairement à certains. Enchaînons sur le cas épineux, et sur lequel je passerai de nombreuses minutes je pense, c'est Gigio Donnarumma. Alors Donnarumma les amis, c'est un cas qui est assez épineux selon les supporters parisiens. En fait pour moi, je vais être assez clair. Déjà pour moi c'est pas un mauvais gardien, c'est un bon gardien. Mais un gardien qui, selon moi, n'a pas le niveau international et qui a atteint, comme on dit en sciences économiques et sociales, un véritable plafond de verre depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. C'est un gardien qui ne progressera pas, je pense, mais on le voit clairement, ça fait 3 ans qu'il est là, et dans son jeu au pied, on l'a vu lors du but de Minamino au Parc des Princes, des erreurs catastrophiques de sortie. Je vais pas vous rappeler les matchs de Ligue des Champions lors du but de Christensen au Parc des Princes, et notamment face à Dortmund où il sort pas. C'est un gardien qui fait, je crois, 1m98, qui fait la taille de l'immeuble où j'habite, mais qui ne sort pas de ses cages. C'est assez incompréhensible et invraisemblable. Et de deux, je trouve aussi qu'il dégage aucune assurance, tout simplement. Je vais vous dire la vérité, ça va peut-être paraître fort, mais j'étais beaucoup plus rassuré quand il y avait Tenas que quand il y avait Gigio Donnarumma. C'est un gardien qui, vraiment, pour moi, ne progressera pas au sein d'un club avec une telle pression, au sein d'un club avec un tel niveau d'exigence comme le Paris Saint-Germain. Il pourrait très bien aller jouer ailleurs, comme un des moyens clubs de Serie A, un club comme l'Atalanta par exemple. Ça c'est des clubs faits pour lui, mais je pense que le très haut niveau, c'est tout simplement pas fait pour lui. Et je pense qu'il a atteint, et je me répète, un véritable plafond de verre au sein du club du Paris Saint-Germain. Ça n'est pas un mauvais gardien. Et de plus aussi, c'est pas un gardien qui colle avec les exigences technico-tactiques de Luis Enrique. Et comme il faut s'adapter aux exigences de Luis Enrique dans ce mercato parfait, il faut avant tout que ton jeu de possession, ça part du gardien dans une sortie de balle. Si déjà ton gardien est mauvais balle au pied, ton jeu de possession il est foutu quoi. Donc pour moi tout part de là. Et c'est pas un mauvais gardien, je le répète encore une fois, mais c'est juste un gardien qui n'a pas le niveau des très grands clubs. Et ça, il faut le comprendre. Alors pour moi, ça pourrait paraître assez fort et assez dur pour Donnarumma, mais moi, c'est un joueur que je vendrais. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui, selon moi, donc comme je l'ai dit, ne progressera pas, mais aussi parce qu'on a un marché des gardiens, et ça, c'est assez intéressant de ma part. J'espère que vous prendrez cet argument en compte quand même, les amis. Le marché des gardiens est quand même un marché assez restreint. Donc je pense que si on le vend, ça sera pas pour des clopinettes. Donc allez, voyons large, entre 40 et 50 millions d'euros, je pense qu'on pourra vendre Donnarumma. Il est en contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026 quand même, donc on va quand même pas trop voir l'âge. Je pense que s'il y a une offre de 40, 45, voire 35,
millions d'euros, moi je le vends volontiers. Voilà, il n'y a pas de souci. Surtout vu le gardien qu'on va ramener qui selon moi est 20 fois supérieur à lui et qui n'a joué que 6 matchs de première ligue cette saison avec Arsenal. Je pense que vous savez de qui je parle. C'est Aaron Ramsdale qui a 26 ans, qui est un gardien qui est selon moi excellent et qui a une valeur marchande de 25 millions d'euros et qui est en fin de contrat jusqu'en 2028 il me semble. Donc allez, on va quand même voir large. Je pense que si on met 60-70 millions d'euros, voire 80, allez, je pense qu'il y aura absolument aucun problème. Surtout vu les joueurs qu'on va recruter par la suite, je pense pas que ça impactera grandement notre budget puisque le poste de gardien de but est selon moi le poste le plus prioritaire cette année puisque c'est un secteur qui nous a fait défaut. C'est un gardien tout d'abord Ramsdale qui a 26 ans, c'est un gardien jeune que tu pourras revendre si jamais ça se plante, mais surtout c'est un gardien qui a joué 6 matchs de PL, donc qui je pense voudra vraiment partir et qui a un jeu au pied qui est 3 fois supérieur à celui de Donnarumma. Alors il a pas le jeu au pied de David Raya et c'est pour ça que Raya a été recruté d'ailleurs, mais il a un jeu au pied qui est quand même meilleur que celui de Donnarumma, donc il y a un entre-deux qui me semble quand même assez intéressant et ce jeu au pied je pense qu'il pourra évidemment le faire progresser, donc moi je le prendrai Ramsdale et surtout c'est un gardien qui je pense, et ça je me répète, aura vraiment envie de partir. Donc voilà, je pense que tous les critères sont réunis afin que l'arrivée de Ramsdale se fasse du côté du Paris Saint-Germain, mais c'est un avis purement personnel, c'est mon mercato parfait, je pense pas que ça se fera, surtout que Donnarumma est en pleine discussion de prolongation avec le Paris Saint-Germain, donc bon, je pense pas que ça se fera, mais moi c'est ce que je ferais, puisque le poste de gardien, comme je vous l'ai dit au préalable et en préambule, est un poste absolument vital, et si ton gardien ne sait pas relancer au pied, et que t'as un milieu de terrain assez light, une défense qui peut paraître friable par moment, je vois pas ce que tu pourrais faire. Enchaînons donc par les défenseurs. Alors on va commencer tout d'abord par les défenseurs centraux. Nous avons Lucas Beraldo, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Danilo Pereira et Lucas Hernandez, mais qui lui, on va mettre un peu de côté. Commençons tout d'abord par Lucas Beraldo. Alors Beraldo, que dire, moi j'étais au début très hypé de par son arrivée, mais je trouve que déjà il a pas les qualités premières d'un défenseur central. C'est pour ça que moi ça m'étonne un peu que ça soit son poste de prédilection. J'avais trouvé ça d'ailleurs assez intéressant. Ça va peut-être vous choquer, mais que Luis Enrique l'ait mis à gauche, puisque bon, il est pas très grande taille et j'avais pas vu aussi une explosivité chez lui, une véritable qualité d'accélération, mais je m'étais dit que c'était à tester, pourquoi pas à gauche. Et puis bah à gauche il est encore pire qu'en défenseur central, donc bon, je pense que c'est son poste de prédilection malgré tout, puisqu'il a une bonne qualité de relance. C'est un joueur qui a été très vite lancé dans le feu, selon moi, par Luis Enrique, ce qui l'a pas beaucoup aidé, hein. Il a débuté le match aller contre le Barça, il a pris un véritable bouillon et une leçon tactique par Lewandowski. Il était pas rassurant, mais on va lui laisser du temps, on va lui donner une nouvelle chance tout simplement, puisque c'est un joueur qui vient à peine d'arriver. Donc je pense qu'en tant que 4e central, ça fera largement l'affaire. Ensuite nous avons Milan Skriniar, qui lui est arrivé l'été dernier, donc en provenance de l'Inter Milan, et qui était venu dans un but pour être titulaire tout simplement de l'équipe de Luis Enrique. C'était le cas au début de la saison. Il était d'ailleurs franchement pas mal, hein, où il y avait beaucoup de gens qui critiquaient le niveau de Skriniar. Moi franchement je sais pas ce qu'il fallait lui reprocher, puisque lorsque vous regardez de façon panoramique les gros matchs du Paris Saint-Germain, Skriniar a toujours été titulaire et c'était loin, mais alors très loin d'être le plus mauvais des 3 défenseurs centraux. Donc après ça il y a eu sa fameuse blessure qu'il a eu je crois au cours de l'hiver, et puis il est revenu, il y a eu son entrée catastrophique contre Marseille, et depuis l'international slovaque n'a plus jamais retrouvé le même niveau. Mais après bon, je pense que c'est aussi un joueur de système, puisque c'est un joueur qui jouait dans une défense à 3 du côté de l'Inter de Milan. Là on joue dans une défense à 2 depuis quelques mois maintenant avec Luis Enrique. Il n'y a pas la vitesse, la qualité d'anticipation je ne la vois pas, la qualité d'interception non plus. Donc pour moi c'est à faire partir, et pour une quinzaine de millions d'euros je pense que des clubs de première ligue ou même d'Italie seraient assez intéressés. Ensuite nous avons Presnel Kimpembe, qui lui est toujours à l'infirmerie depuis l'année dernière, le pauvre. Lui je ne sais pas vraiment quoi en faire, j'aurais vraiment été tenté s'il n'avait pas prolongé son contrat de ne même pas le prolonger, puisqu'il était en fin de contrat en 2024, parce que il a même pas fait un match cette saison. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est essayer de le retaper un maximum, et puis d'essayer de voir s'il essaye d'intégrer le système de Luis Enrique, si Luis Enrique en veut, et s'il arrive à se relancer tout simplement. Sinon c'est à vendre l'été prochain, puisque on va pas s'emmerder avec des joueurs qui sont là une fois sur 24. Ensuite nous avons Marquinhos, qui lui est la belle surprise de la saison, qui s'est très bien relancé dans l'équipe de Luis Enrique. Alors
On va pas dire que toute la saison a été bonne de la part de Marquinhos, ce serait mentir, mais il a quand même eu une certaine montée en gamme. Pour moi, la montée en gamme, elle est venue vraiment à partir du mois de février. Alors il y a eu ces 2 matchs face à la Real Sociedad où surtout lors du match aller, je l'ai pas trouvé rassurant du tout. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe encore? On va jamais avancer. Et ben non, il m'a fait taire et le match retour face au Barça, vous vous en souvenez tous, il a été absolument impérial. En Ligue 1 aussi, je l'ai trouvé absolument parfait cette saison. Je trouve que ça a plutôt bien fonctionné, mais c'est un joueur vraiment utile dans un jeu de possession, Marquinhos. Je trouve que c'est vraiment le style de jeu qui lui correspond le mieux. Ensuite, nous avons Danilo Pereira. Alors Danilo Pereira, moi c'est un joueur que vraiment j'aurais été tenté de vendre. Néanmoins, je suis pas sûr qu'avec son âge et qu'avec son salaire, il y ait vraiment des clubs pour s'aligner. Il sera dans sa dernière année de contrat, je crois. Donc si c'est à garder, c'est bien, mais si c'est à vendre, on peut le faire aussi. Pour moi, c'est vraiment Skriniar et Danilo que ça se joue, mais c'est plus Skriniar que je vendrais moi, puisque Danilo, lui, est plutôt utile et polyvalent. Ensuite, nous avons Lucas Hernandez qui, lui, est blessé jusqu'à début 2025, un truc comme ça. Lui, on ne va pas trop le compter dans l'équation. Franchement, Lucas Hernandez, c'est un joueur polyvalent qui a beaucoup aidé l'équipe cette saison et qui a été tout au long de la saison assez exceptionnel, je trouve. Ça a été pour moi le joueur le plus régulier cette saison avec Vitinha. Ensuite, du côté des latéraux, nous avons Nuno Mendes, Juan Bernat, Kurzawa, Colin Dagba qui est prêté du côté d'Auxerre, Hakimi, Nordi Mukiele et Zagué, le jeune de 18 ans maintenant. Alors, Nuno Mendes qui revient de sa blessure, bon on le garde, je pense pas qu'il y ait trop de débat là-dessus. Bon, je trouve que avoir Nuno Mendes et Hakimi dans la même équipe, je sais pas si ça pourrait, et ça c'est un débat quand même assez intéressant, si ça pourrait plutôt accroître nos carences défensives. Donc c'est quand même un débat intéressant à poser, donc Nuno Mendes je garde et il est titulaire pour moi. Néanmoins on va quand même essayer de lui trouver une alternative, puisque c'est quand même un mec qui est fait en papier mâché. Ensuite nous avons Juan Bernat qui est prêté, lui, du côté du Benfica Lisbonne. Alors lui, franchement, pour vous dire la vérité, c'est un joueur que j'appréciais, que j'apprécie toujours beaucoup. Mais les blessures le lâchent plus. J'ai même vu apparemment qu'il a eu une grosse blessure du côté du Benfica. Il a même pas joué toute la saison. Donc c'est à vendre. Voilà, je pense pas qu'il y ait trop de débat là-dessus. C'est un joueur beaucoup trop blessé. Ensuite, nous avons l'intermittent du spectacle, Levin Kurzawa. Bon. Est-ce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus? Ciao baby et au revoir, merci tout le monde. Ensuite, nous avons Colin Dagba qui, lui, est prêté du côté d'Auxerre. D'après ce que j'ai pu récolter, des informations que j'ai pu avoir, c'est un joueur assez irrégulier qui, comme dans son habitude, choisit ses matchs, voire qui n'arrive tout simplement pas à tenir la cadence d'une saison, ce qui est quand même assez embarrassant pour un joueur professionnel. Pour moi, c'est à vendre. Et les joueurs irréguliers, Luis Enrique, lui, n'en veut pas. Achraf Hakimi, je garde évidemment. Malgré tout, je vais essayer de lui instaurer une véritable concurrence, puisque c'est un des seuls qui ne s'est pas relancé à l'aide de Luis Enrique et qui n'a pas retrouvé un niveau de performance stable sur le long terme. Il lui arrive d'être bon lors de certains matchs où tu te dis waouh, c'est le latéral du siècle, mais dans certains matchs, je me rappelle même du match retour face à Dortmund, où au lieu de faire des centres, le mec fait des home runs à chaque centre. Bon, là tu te dis, on a plutôt recruté Colin Dagba, quoi. Donc pour moi, il lui faut une véritable concurrence, et afin à ce qu'il retrouve son sérieux, et afin à ce qu'on lui mette enfin la tête à l'endroit. Ensuite, Mukiele. Alors Mukiele, c'est un joueur que Luis Enrique déteste, on ne sait pas pourquoi. Professeur Tournesol a ses ennemis. Apparemment, c'est plutôt parce qu'il a plutôt tendance à sortir le soir et à pas avoir une bonne hygiène de vie, ça je ne sais pas. Et si c'est le cas, bon, est-ce que ça impacte ses performances ? Pas du tout, il est même plutôt bon, Mukiele, moi je serais plutôt tenté de le garder. Mais on va se plier aux exigences de Luis Enrique, et surtout, c'est pas que pour ça, mais c'est parce que c'est un joueur qui sur le moins ne colle pas avec un jeu de possession, puisque Luis Enrique, vu comment il utilise les latéraux, surtout les latéraux droits, qui eux sont plutôt offensifs, c'est vraiment assez compliqué de pouvoir compter à un mec comme Mukiele, surtout que le joueur que je recruterai, lui, est beaucoup plus polyvalent que Mukiele, et a un bagage technique qui, selon moi, est beaucoup plus supérieur au sien. Par la suite, nous avons le jeune Zagué, que j'intégrerai dans la rotation, avec gourmandise. C'est un jeune qui a été introduit juste avant les matchs de Ligue des Champions face au Barça, juste avant les matchs de Ligue des Champions face à Dortmund. Il a été très très bon, mais j'ai beaucoup aimé son calme, sa sérénité, sa manière de défendre. Tout paraît simple avec lui. C'est un jeune assez intéressant et que j'aimerais beaucoup plus voir l'année prochaine.
Enchaînons donc sur mes recrues. Alors comme je l'ai dit, en défense centrale, nous avons donc le départ de Milan Skriniar que je préconise pour une quinzaine de millions d'euros. Kimpembe sur qui on ne comptera jamais il me semble. Lucas Hernandez qui est blessé jusqu'à la nuit des temps. Il nous faut donc un défenseur central gaucher avec priorité, afin à ce que l'équilibre de l'équipe ne soit pas trop impacté. Il faut que ce défenseur-là soit doté d'une qualité technique assez globale, une qualité de relance intéressante, mais aussi un bagage physique quand même qui soit inférieur à celui de Marquinhos, afin à ce qu'il y ait une complémentarité. Il faut que ce joueur-là soit dans la case d'âge que j'ai coché, ça veut dire qu'il essaye quand même d'apporter une certaine expérience, et moi celui que j'achèterais en priorité, c'est Mario Hermoso, qui est un défenseur central, mais qui peut aussi jouer défenseur gauche, et qui lui est absolument gratuit pour 0€, et qui est un ancien joueur, puisqu'il est en fin de contrat, du côté de l'Atlético de Madrid. Il a 28 ans, c'est un joueur qui je pense sera absolument parfait pour le système de Luis Enrique. C'est un joueur donc comme je l'ai dit qui est polyvalent, qui peut jouer latéral gauche et défenseur central, donc ça veut dire il pourra pallier à l'absence probable puisque Nuno Mendes se blesse tout le temps, et il pourra aussi pallier aux absences de Kimpembe et de Lucas Hernandez, et c'est un défenseur central gaucher, ça reste quand même aussi important. Il faut donc, comme je l'ai dit au préalable, une véritable concurrence à Achraf Hakimi afin à ce que celui-ci retrouve son niveau, mais celui-ci sont sérieux d'un point de vue sportif. Alors selon moi il y a un joueur qui me semble absolument parfait, qui est jeune, qui a 23 ans et qui a une valeur marchande d'à peu près 32 millions d'euros, qui joue en Eredivisie, qui est hollandais, je pense que vous savez à peu près de qui je parle, c'est Geert Ruida. Alors, premièrement, pourquoi je le recrute? Je le recrute tout d'abord parce qu'il joue dans une équipe énergivore, dans une équipe qui joue au foot, et surtout parce que c'est un joueur polyvalent et qui a selon moi plus de possibilités de jouer de par sa polyvalence, puisqu'il peut jouer milieu défensif, il peut jouer défenseur central, axe gauche, axe droit, mais aussi il peut jouer latéral droit. C'est un joueur qui est donc en fin de contrat en juin 2025, l'année prochaine donc, et qui a une valeur marchande de 32 millions d'euros, comme je l'ai dit au préalable. Je pense que si on essaye de claquer entre 25 et allez, moi je claquerai au maximum 32 voire 35 millions d'euros. Je pense pas que ça serait excessif quand même pour un joueur de son niveau, qui est quand même l'une des belles révélations de cette saison du côté de l'Eredivisie, et qui a selon moi le potentiel pour être le futur latéral droit du Paris Saint-Germain, si Hakimi souhaiterait suivre Mbappé du côté du Real Madrid, ou si Hakimi tout simplement a décidé d'être un joueur intermittent. Enchaînons donc par le secteur qui pose selon moi le plus de problèmes au sein du club du Paris Saint-Germain et que je vais régler tout de suite, c'est les milieux de terrain. Alors on va commencer par la présentation des milieux défensifs. Alors nous avons Vitinha qui a été installé à ce poste-là récemment, Manuel Ugarte, Fabien Ruiz et Gabriel Moscardo qui arrivera prochainement du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, au niveau des relayeurs, nous avons Renato Sanchez qui reviendra de son prêt en provenance de l'AS Roma, Carlos Soler, Warren Zaïre-Emery, Cherendour qui a été prêté du côté de Braga et Ayman Kari qui a été prêté du côté de Lorient. Et en tant que numéro 10, nous avons Kangin Lee qui se rajoute et Seny Maïlou. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce beau monde-là? Alors, on va commencer chronologiquement par les milieux défensifs. Alors, Vitinha, on le lève de cette caste-là, on le met du côté du numéro 10. Ça, je ne veux rien entendre. C'est un numéro 10, voire un relayeur. Allez, si on peut être un petit peu plus objectif. Mais il peut aussi jouer au poste de numéro 10 puisqu'il a la qualité de frappe de balle et il a la dernière passe. On l'a vu cette saison. Alors, Manuel Ugarte, franchement, moi, c'est un joueur qui, me fait de la peine au sein du Paris Saint-Germain. Me fait pas de la peine de par son niveau, mais me fait de la peine de par son traitement. C'est un joueur qui a subi les conséquences du match contre Dortmund, le match retour, non pas la demi-finale, mais le dernier match en poule du Paris Saint-Germain, où Luis Enrique a fait part de ses inventions, et depuis ce match-là, Ugarte n'a plus jamais été titulaire en Ligue des Champions. Il a plus été titulaire dans même beaucoup de matchs de Ligue 1 où c'est Vitinha qui a été préféré en tant que numéro 6, ce qui a selon moi absolument impacté ses performances qui ont été au fur et à mesure de la saison absolument catastrophiques, voilà, mais bon. On va pas dire que ce joueur-là est quand même dénué de qualité, puisque c'est quand même un joueur qui au début de la saison était absolument phénoménal, c'était une véritable bombe atomique. Bon, alors, au final, Professeur Tournesol nous a fait part de ses inventions, Professeur Tournesol nous a surpris, puisque c'est ce qu'il aime faire, il aime surprendre Professeur Tournesol, et Professeur Tournesol, lui, d'un point de vue humain, est absolument catastrophique. Donc Ugarte a donc eu les frais de la part des inventions de Luis Enrique, et cela ne remet absolument pas en cause son niveau, selon moi, que je trouve absolument en adéquation avec un jeu de possession, un jeu de position, puisqu'il a déjà joué dans un rôle de numéro 6 dans un jeu de possession du côté du Sporting, et il a même été plutôt bon. C'est pas un joueur qui a les pieds carrés,
c'est un joueur qui fait de bonnes transversales. Et je pense que quand tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut que tu aies un numéro 6 avec un bagage physique suffisant. Il faut pas que tu aies un numéro 6 à la Sergio Busquets, ce n'est pas possible dans le football de nos jours. Aussi, on voit même qu'un club comme City était obligé de prendre un Rodri qui a arraché tout du côté de l'Atlético Madrid et qui en a fait un joueur parfait de possession, mais aussi avec une capacité de récupération excellente. Je pense qu'il faut quand même se poser des questions et pas essayer d'inventer. Il faut essayer de voir ce qu'on a et de faire avec ce qu'on a, et pas de faire des inventions inutiles. Voilà, ça c'est un message en tout cas pour Luis Enrique. Donc Ugarte pour moi c'est titulaire au sein du club du Paris Saint-Germain, indéboulonnable. Bon, Fabien Ruiz, je pense qu'il a eu plutôt une meilleure saison que la saison dernière, ça c'est, il n'y a absolument aucun débat là-dessus. Néanmoins, ça reste un joueur absolument irrégulier et qui n'a vraiment pas le niveau d'un club comme le PSG. On l'a vu même lors des matchs où le Paris Saint-Germain a été bon, le 4-1 face au Barça et lors des 2 matchs face à Dortmund. Bon, le PSG n'a pas été bon, mais on attendait quand même un Fabien Ruiz quand même supérieur. Mais il n'a pas été bon, il a même été dramatique. Franchement, moi je sais pas quoi dire de ce joueur. C'est un bon joueur, c'est un joueur qui a du ballon, mais c'est un joueur qui sur le moins est vraiment anachronique, et qui est un joueur d'un autre temps. Un Thiago Motta, voilà, c'est des joueurs anachroniques, c'est pas des joueurs qui peuvent évoluer et qui peuvent coller dans les caractéristiques physiques, mais aussi tactiques du football d'aujourd'hui, puisque ça demande beaucoup d'efforts physiques, ce que Fabien Ruiz ne peut pas faire de par son endurance que je trouve limitée. Donc pour moi c'est à vendre, il est sous contrat jusqu'en 2027 ou 2026 il me semble, donc pour une quinzaine de millions d'euros, voire même pour 20 millions d'euros, je pense qu'il n'y a absolument pas de souci. On le vend, je l'amène moi-même à l'aéroport s'il le faut. Ensuite, nous avons Gabriel Moscardo qui lui arrivera en provenance d'un club du Brésil et qui, lui, je pense, sera une alternative tout à fait crédible à Manuel Ugarte. C'est un joueur, il a plutôt du ballon, il a une qualité de tacle assez intéressante, c'est un jeune joueur qui pourrait progresser et je pense qu'avec Ugarte, ça donnera une concurrence tout à fait saine. Je pense pas qu'il y ait besoin de recruter à ce poste-là, surtout que le marché des numéros 6 est vraiment assez restreint et comme je l'ai dit, Ugarte a pas eu beaucoup de confiance. Je pense que si on lui redonne cette confiance et aussi avec la concurrence de Moscardo, ça pourrait être assez intéressant d'un point de vue gestion, surtout que le PSG n'a pas un budget pharaonique pour cet été et je pense que dépenser 100 millions d'euros pour un numéro 6, je pense que ça serait vraiment bête. Et du côté des relayeurs, alors de tout ce monde-là, moi ce que je ferais partir, bon, Fabien Ruiz, on va pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé, mais Carlos Soler, bon, moi j'avais quand même un certain espoir. Je me suis dit peut-être après son bon match contre Strasbourg au Parc des Princes où on avait gagné 3-0, il avait fait un super match. Je me suis dit, c'était en octobre en plus en début de saison, donc je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire avec Luis Enrique cette saison. Puis on a vu au final que lorsqu'il a été aligné, bon, toujours à des postes improbables, mais bon, même lorsqu'il a été mis au milieu dans des matchs au Parc des Princes face à Monaco, face à Rennes, enfin il a toujours été timoré, toujours le même niveau aussi catastrophique, toujours ce manque de personnalité. Ça c'est vraiment ce que je ressens chez lui, ce manque de caractère, trop gentil quoi. Et je dis pas ça dans un sens amélioratif, dans la vie c'est bien d'être gentil, mais sur un terrain de football, et surtout lorsque l'on a le ballon dans les pieds, il faut avoir de la personnalité, savoir percuter, savoir voir le jeu. Donc moi c'est des choses que je trouve assez problématiques, surtout pour un club qui souhaite progresser, puisque nous sommes dans un club comme le Paris Saint-Germain qui souhaite à moyen terme, voire à long terme maintenant, gagner la Ligue des Champions. Donc des joueurs de ce niveau-là, pardonnez-moi, j'ai tout le respect pour Soler, mais ça dégage. Pour 20 millions d'euros, 15 millions d'euros, s'il y a un club intéressé, on vend à lui à Carlos Soler. Par la suite, nous avons Renato Sanchez qui lui est prêté du côté de l'AS Roma. Alors, Renato Sanchez, ça reste quand même un cas qui, moi, personnellement, me fait vraiment mal au cœur, puisque c'est un joueur qui a vraiment pas de chance, il fait partie de cette secte-là. Les Abou Diaby, les Johan Gourcuff, des joueurs qui ont le talent, où le problème n'est pas dans l'hygiène de vie, dans le comportement, c'est vraiment de la malchance, quoi, vraiment. Toutes les blessures qu'il a eues, ça a l'air d'être un joueur assez sérieux, c'est pas un joueur qui sort beaucoup, ou bien je suis peut-être passé à côté d'une information, c'est pas un joueur qui a une hygiène de vie dégueulasse. Franchement, c'est vraiment triste ce qui lui arrive du côté de l'AS Roma, c'est dramatique. Il a joué à peine une dizaine de matchs d'après ce qu'on m'a dit. Moi, je pense qu'une résiliation de contrat satisfera tout le monde. Renato Sanchez pourra avoir son argent et le Paris Saint-Germain pourrait se libérer d'un énorme salaire, encore une fois. Donc je pense que s'en débarrasser ferait du bien à tout le monde au sein du club du Paris Saint-Germain. Sinon, je garde pas grand monde, mis à part Warren Zaïre-Emery et peut-être Cherendour, à part si on lui retrouve un nouveau club pour être prêté. Warren Zaïre-Emery, je le garde puisque c'est un joueur qui sur le moins un potentiel, même s'il a eu une partie de 2024 très compliquée, il a été vraiment en dessous. C'est un joueur avec un énorme potentiel. Et surtout, c'est un joueur qui représente le nouveau Paris Saint-Germain qu'a voulu construire Nasser Al-Khelaifi il y a 2 ans. C'est un joueur jeune, parisien, français, donc il y a vraiment tout qui colle, et en plus talentueux avec le projet parisien, donc c'est un joueur que je garde. Évidemment, je pense pas qu'il y ait trop de débat là-dessus. Ensuite, nous avons Ayman Kari,
lui, est prêté du côté du FC Lorient et qui a plutôt eu de bonnes périodes, d'après ce qu'on m'a dit du côté des supporters lorientais. Alors c'est un joueur que moi j'installerai au sein de l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors pour vous faire simple, il y aura tout d'abord mon titulaire dans la hiérarchie des milieux de terrain relayeurs, ensuite il y aura Warren Zaïre-Emery, et puis on aura Ayman Kari qui pourra gratter du temps de jeu. Il est assez polyvalent, il me semble qu'il peut jouer aussi numéro 6, donc il pourra aussi gratter du temps de jeu si jamais Ugarte est suspendu, et surtout qu'une saison c'est extrêmement long. Il y aura le nouveau format de la Ligue des Champions, donc il pourra jouer, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un joueur qui est jeune, qui a du potentiel, qui représente l'identité du Paris Saint-Germain, qui est un titi parisien, qui aime le club, donc je pense que on pourra le garder volontiers, et surtout, c'est pas que pour ça qu'on le gardera, c'est parce qu'il est très bon, et qu'il a vraiment un potentiel à développer. Ensuite, enchaînons donc par les numéro 10, alors nous avons Kangin Lee, Vitinha qui peut jouer là, on l'a dit tout à l'heure, et Seny Mayulu, le jeune Seny Mayulu de 17 ans, que moi je garderai dans un premier temps, à qui je donnerai du temps de jeu de temps en temps s'il le faut. Ensuite, nous avons Vitinha, donc que moi j'installerai à ce poste-là, et nous avons Kangin Lee. Alors moi, Kangin Lee, personnellement, je le mettrai remplaçant de Vitinha. C'est un joueur qui, moi, sur l'ensemble de la saison, m'a beaucoup déçu dans l'ensemble. C'est un joueur qui a le niveau technique pour être dans une équipe qui joue la possession, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est un joueur assez timoré et assez timide selon moi. Il manque de personnalité, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça viendra. Je me fais pas trop de soucis pour Kangin Lee là-dessus. Et jusque-là, je trouve en tout cas que l'archipel de mon milieu de terrain paraît assez complète. Néanmoins, ce qu'il faut, c'est une véritable alternative, voire même une concurrence, voire même un véritable titulaire, puisque Zaïre-Emery, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est encore en cours de progression. C'est pas un joueur qu'il faut jeter au feu. Je pense que sa seconde partie de saison assez dramatique, il faut se le dire, il a vraiment pas été bon. Je pense qu'elle est le fruit aussi d'une gestion de la part de Luis Enrique qui a été trop intensive. C'est-à-dire que Luis Enrique l'a lancé et l'a mis titulaire tout le temps, et surtout à des postes improbables. Mais bon, on est habitué avec ça. Donc il faut un joueur qui soit capable de jouer à la place de Zaïre-Emery. Il faut un joueur d'expérience à Zaïre-Emery. Il faut un joueur polyvalent pour répondre aux exigences technico-tactiques de Luis Enrique. Un joueur qui soit capable de jouer soit en latéral, ce que Luis Enrique appelle latéral intérieur, mais aussi qui soit capable de jouer relayeur, milieu défensif, un joueur polyvalent. Et selon moi, il y a un joueur qui joue du côté du Bayern Munich, qui est autrichien et qui a 26 ans, qui me semble absolument parfait pour ce poste-là de titulaire au sein du club du Paris Saint-Germain, c'est Konrad Laimer, qui a 26 ans, qui joue au Bayern Munich, qui a beaucoup joué cette saison en Ligue des Champions, mais qui, selon moi, je pense, sera un des premiers à être victime de l'arrivée de Vincent Kompany en tant qu'entraîneur du Bayern Munich. Je pense pas qu'il compterait beaucoup sur lui, même si c'est un joueur qui joue beaucoup, puisque apparemment le Bayern Munich souhaiterait recruter Jeremy Frimpong en tant que latéral droit, ce qui fait donc que Kimmich n'aime pas jouer latéral droit. Il sera remplacé donc à son vrai poste selon lui en tant que numéro 6 avec Goretzka donc je pense qu'il y a une véritable opportunité avec Konrad Laimer. C'est un joueur qui est polyvalent, il peut jouer défenseur droit, il peut jouer milieu relayeur, il peut jouer milieu défensif dans un 4-2-3-1 et on l'a vu l'année dernière face au Real Madrid, il a été absolument délirant dans ce rôle-là, il a été vraiment parfait. C'est vraiment un joueur qui a un jeu posé, calme, qui a un jeu intelligent, cérébral, qui prend toujours les bonnes décisions dans le sens du jeu, qui a une qualité technique mais aussi une activité sur le terrain, et ça c'est aussi important dans le football de nos jours, assez démentiel. Donc je pense que ce serait le parfait complément de Vitinha, ce qui permettrait à Vitinha de se concentrer uniquement sur la partie offensive et sur la dernière passe, le dernier tir, puisque Vitinha est le meilleur milieu du Paris Saint-Germain. Enchaînons donc par la dernière partie, et c'est celle qui déchaîne le plus de passion, et ça je le sais, notamment dans les commentaires YouTube, c'est les attaquants. Alors du côté des attaquants, nous avons tout d'abord le départ de Mbappé, inéluctable, Xavi Simons, Barcola, Noah Lemina, qui est prêté du côté de Wolverhampton. Nous avons aussi Marco Asensio du côté droit, et Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos du côté de la pointe de l'attaque parisienne. Alors Xavi Simons qui est donc prêté du côté de Leipzig, mais pour moi c'est à garder évidemment. Alors il y a des discussions qui apparemment selon plusieurs médias très bien renseignés sur le sujet qui sont en cours entre les représentants de Xavi Simons et Luis Enrique, donc pour savoir s'il serait dans les plans la saison prochaine. Moi je pense que si on lui promet un rôle de titulaire sur le côté gauche de la ligne d'attaque parisienne et qu'on met un Barcola qui lui a plutôt bien progressé
derrière lui, bah, je vois pas pourquoi il refuserait. Donc pour moi, Xavi Simons, il est à faire revenir. Est-ce qu'on a réellement besoin de recruter une autre star, un Victor Osimhen comme c'est annoncé, un Kvaratskhelia, mais c'est deux mecs de Laurentiis, donc ça se fera pas. Moi je pense pas qu'il faut recruter, hein, je pense qu'on a vraiment ce qu'il faut. Xavi Simons, il sort de deux prêts assez exceptionnels, du côté du PSV Eindhoven, ou même du côté de Leipzig, où franchement ça a été plutôt pas mal, et où il a fait un gros match, notamment je me rappelle de son match retour incroyable face au Real Madrid, donc il a eu une ascension exceptionnelle, et je pense qu'il mérite entièrement sa chance pour être titulaire du côté du Paris Saint-Germain l'année prochaine, voire sur les prochaines années, s'il progresse à ce rythme-là. Ensuite, nous avons Bradley Barcola, donc Barcola, je le mets comme vous l'avez probablement ressenti, remplaçant derrière Xavi Simons. Alors, bon, Barcola, c'est un joueur qui a connu une véritable ascension fulgurante au cours de la saison. Tout d'abord, il était venu pour avoir un rôle secondaire, voire tertiaire du côté du club du Paris Saint-Germain. Pas beaucoup de gens avaient compris au départ son arrivée, moi je l'avais très bien comprise, on a vu clairement la structure de cet effectif, il était vraiment clairement venu pour être un remplaçant de Kylian Mbappé. Son but était donc de gratter des minutes de jeu dans quelques matchs de Ligue 1 assez faciles au Parc des Princes, mais néanmoins, Luis Enrique nous a encore fait part de ses inventions ubuesques et l'a installé en tant qu'ailier. Bon, ça jusqu'ici tout va bien, mais a mis Mbappé en tant que numéro 9, voire faux 9, puisque Mbappé, ce qui lui a été demandé, c'était de redescendre beaucoup. Donc Barcola a donc pas démérité sa place de titulaire, il faut se le dire, mais néanmoins, cela a conduit à ce que Barcola ait au fur de la saison quelques matchs où il a été moins bon. Les deux matchs face à Dortmund, franchement, ça n'a pas été terrible. Le match retour face au Barça, il a été l'un des protagonistes de par le carton rouge qui a été donné à Araujo, certes, mais ça restait beaucoup trop tôt pour moi, pour le lancer, tout simplement. Si on le lance à cette fulgurance-là, et surtout, ça peut entraîner des blessures, ça peut aussi entraîner une perte de stabilité au niveau de son talent, tout simplement, à Barcola. Donc moi je pense que la meilleure gestion, c'est d'aller doucement avec lui. S'il progresse, bah, tant mieux, voilà, on va essayer d'instaurer une concurrence avec Xavi Simons, mais s'il progresse pas, bah, excusez-moi du peu, mais c'est remplaçant pour l'instant, puisque déjà, il y a plus fort que lui en face, et surtout, puisque il faut y aller pas à pas avec les jeunes joueurs, puisque je pense que Luis Enrique a lancé Barcola, et surtout Zaïre Emery, beaucoup trop tôt, dans des matchs aussi importants de Ligue des Champions, et dans beaucoup de matchs aussi importants de Ligue 1. L'important, c'est de leur donner du temps de jeu dans ces matchs-là. Je dis pas qu'il faut tout le temps les mettre sur le banc, mais il faut y aller progressivement. Et Luis Enrique a été très mauvais, je pense, dans cette gestion-là. Par la suite, nous avons Noah Lemina, qui lui est prêté du côté de Wolverhampton, comme je l'ai dit dans ma présentation ultérieurement. Alors lui, je pense que c'est à reprêter, il faut qu'il se fasse les dents quand même, mais j'aimerais bien le garder, mais on a quand même déjà deux très gros joueurs au poste de ailier gauche, j'ai peur qu'il joue pas beaucoup, et il est pas assez polyvalent, en plus il joue que ailier gauche, je pense que le garder, ça serait assez inutile. Ensuite, nous avons Asensio et Dembélé du côté droit, je pense pas aussi qu'il y ait grand chose à changer. Vous connaissez mon désarroi et mon désamour pour un joueur comme Ousmane Dembélé, néanmoins cette saison, il a quand même été plutôt pas mal, il a fait du Dembélé, quoi, en fait, ça veut dire que dans les gros matchs, il y a eu ces deux gros matchs face au FC Barcelone où il a été vraiment excellent, j'ai pas peur de le dire, même si c'était par séquence où il était excellent, surtout dans le match aller, mais lors du match retour, ça a été le protagoniste principal des actions parisiennes. Sans lui, je sais même pas si tu gagnes le match, et je sais même pas si tu marques les deux buts lors du match aller, puisqu'il a marqué un but lors du match aller et du match retour. Néanmoins, lors des deux matchs face à Dortmund, on a vu que Dembélé ne progressera jamais, dans un sens où c'est un joueur qui, pour moi, comme je l'ai dit dans la fameuse vidéo que j'ai faite, qui sait amorcer des actions, mais qui pour les conclure, a vraiment du mal. Voilà. Donc pour moi, ça ne sera jamais un ailier de classe internationale, du niveau d'un Kvaratskhelia, du niveau d'un Bernardo Silva, ou même d'un Vinicius Junior, tiens, comme on l'oubliait, ou d'un Rodrigo. Ça sera jamais un joueur de ce niveau-là, Ousmane Dembélé. Il faut le prendre comme il est, et le garder, ça serait quand même une bonne idée. Dans une équipe qui joue la possession, c'est un joueur déstabilisateur, c'est un joueur qui crée des espaces, et qui sait dynamiter des défenses à lui tout seul. C'est un joueur qui en transition est aussi tout autant efficace, donc il y a aucune logique de le faire partir. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, évidemment que je l'aurais fait partir, mais quel intérêt de le faire partir après une saison aussi correcte qui était sortie? Je pense que ce serait, d'un point de vue gestionnel, je pense que ça aurait aucun sens, tout simplement. Ensuite, Marco Asensio, je le garde aussi. Marco Asensio qui nous a sorti une saison asensionesque, je sais pas si ça se dit, une saison où il aura été remplaçant quasiment la moitié du temps, où quand il rentre, soit c'est très décevant, soit c'est plutôt pas mal. Bon, je vois pas qui est-ce qu'on pourrait chercher pour
essayer de concurrencer Dembélé ou pour essayer de pourquoi pas lui suppléer, puisque Dembélé est toujours, et ça même si cette saison il s'est pas blessé, il reste toujours un joueur que j'appelle moi cristal, et donc je pense que garder Asensio aussi, ça aurait du sens puisqu'il est aussi polyvalent. Enchaînons donc par les deux avant-centres du Paris Saint-Germain qui sont Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani. Le premier cité, moi je pense que c'est le titulaire de cette équipe et je pense qu'il partira titulaire l'année prochaine, même si Luis Enrique l'aime pas, même si il préfère plus Kolo Muani puisqu'apparemment il voulait plus Kolo Muani que Ramos. Moi je pense que Ramos est 20, 30 fois, 50 fois supérieur à Kolo Muani, donc Gonzalo Ramos pour moi c'est l'avant-centre parfait dans un jeu de possession. D'ailleurs c'était un ancien milieu de terrain, donc ça veut pas dire que le mec est dénué de technique, mais bon, il y a que Professeur Tournesol qui le sait, donc c'est quand même une chose à retenir lorsque l'on parle d'un avant-centre comme Gonzalo Ramos. C'est quelqu'un qui, on l'a vu, a marqué une quinzaine de buts cette saison, alors qu'il était complètement placardisé par Luis Enrique à chaque fois qu'il rentrait, mais c'était pour mettre les buts, Je me rappelle de ses 2 buts face au Havre, son but face à Rennes, il a toujours tout donné quand il est rentré, et même quand il était titulaire, de par ses pressings intensifs, de par ses replis défensifs, et même de par son activité lorsque le PSG a la balle. C'est vraiment un avant-centre que moi j'aime beaucoup, qui a la qualité technique, mais qui a aussi la qualité tactique parfaite. On le voit, Guardiola utilise Haaland parfaitement, je pense qu'on pourrait utiliser Gonzalo Ramos parfaitement, voire même un petit peu plus avec la balle, puisque comme je l'ai dit, Ramos est un ancien milieu de terrain, donc il n'est vraiment pas mauvais avec ses pieds, il est même plutôt doué. Il a distribué de nombreuses passes décisives, notamment à Hakimi lors du but face au Havre, et il a aussi marqué beaucoup de buts, ce qui montre aussi sa qualité mentale, mais aussi sa finition que je trouve dantesque. Il part pour moi titulaire Gonzalo Ramos. Derrière, je laisse Randal Kolo Muani. Alors on aurait pu être tenté de vendre Kolo Muani, mais moi je le vends pas. Pourquoi ? Déjà parce que quel club serait tenté? Bon, on a vu Dortmund, mais je pense même pas qu'il serait tenté vu le salaire qu'il a, machin. Je pense que ça sera assez compliqué, mais à part peut-être un prêt, on va voir si ça serait possible. Quel club aurait ne serait-ce que 50 millions d'euros à dépenser sur un Randal Kolo Muani qui sort d'une saison cataclysmique, qui a été dur à vivre pour lui, j'imagine. Franchement, quand on sort d'une saison comme ça, on n'est vraiment pas en confiance, et ça, on l'a vu tout au long de la saison. Luis Enrique l'avait mis titulaire au préalable, et Ramos était remplaçant, ça j'avais pas trop compris pourquoi, mais bon, il était vraiment, c'était à chaque fois avec Skriniar le plus mauvais de l'équipe, voilà, donc bon, Kolo Muani n'a vraiment pas le niveau pour moi actuellement, après on verra s'il pourra progresser, c'est tout le mal que je lui souhaite du Paris Saint-Germain. En résumé, je mets donc Randal Kolo Muani remplaçant derrière Gonzalo Ramos, donc je pense qu'il n'y aura pas d'offre de la part de nombreux clubs, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire d'un point de vue gestionnel aussi, c'est qu'il ne faut pas aussi perdre tout l'investissement qui a été fait sur lui des 90 millions d'euros, mais après il y a une partie de moi qui me dit oui c'est très bien, mais tu peux essayer de le revendre et d'essayer de récupérer ton investissement, mais justement qui pourra allier ne serait-ce que 50 millions d'euros, ou 60, ou même 40 sur Kolo Muani qui sort d'une saison aussi compliquée. Et voici l'équipe qui s'affiche à présent, avec mes remplaçants et avec mes titulaires. Moi je la trouve vraiment parfaite cette équipe. Alors évidemment il y aura des modifications à faire, et c'est pour ça que c'est fait le mercato. On va pas créer une équipe qui va gagner la Ligue des Champions en 2 mercato seulement. Il y a encore du boulot, et le mercato est là pour ça. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette vidéo, si c'est le cas jusqu'au bout. Je vous invite comme d'habitude les amis à vous abonner et à aimer cette vidéo si celle-ci vous a plu. Merci à vous en tout cas les amis, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.